Merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Et merci beaucoup d'être d'ores et déjà aussi nombreux à vous rassembler en ce moment pour participer à notre conférence de ce soir qui est consacrée à l'avenir du pacte Asile et Migration. Donc, je suis Thomas Dorger, je suis le délégué général de Confrontation Europe, mais je ne parlerai pas trop longtemps puisque je ne suis là que pour introduire le débat et laisser après la parole à la fois à notre modérateur et à nos estimés panélistes. Donc, l'échange est bien évidemment fortement rattrapé par la tragique actualité de la guerre en Ukraine, qui rebat les cartes de la politique européenne à mains égards, politique énergétique, la défense, et puis notamment en matière de politique migratoire. Pour planter le décor, je vais juste rappeler quelques éléments de cadrage, si je puis dire. Alors, comme vous le savez certainement, l'Union européenne ne dispose que d'une compétence partagée dans le domaine migratoire et son intervention s'appuie essentiellement sur l'application du principe de subsidiarité et puis est intimement liée à la création de l'espace Schengen. Et c'est simplement pour vous dire que du coup, étant donné que c'est très lié à l'espace Schengen, je ne vais pas remonter à toute l'histoire de la politique migratoire européenne, mais simplement identifier notamment un des grands sujets, mais le grand sujet, si je puis dire, qui cristallise l'essentiel des critiques sur l'architecture actuelle de la politique migratoire de l'UE, qui est le règlement Dublin III, qui est en vigueur depuis 2013, et qui dispose, je dirais, la règle la plus clivante de cette politique, qui dit que le pays d'entrée d'un demandeur d'asile est responsable de l'examen de sa requête d'asile. Et de ce fait, les États membres frontaliers à l'est et au sud de l'Union sont les plus exposés et par conséquent les plus débordés par la gestion des flux migratoires sur leur territoire. Par ailleurs, les événements qu'on a pu observer depuis 2015 ont fait que révéler, souligner cet échec ou cette non-viabilité de la politique migratoire européenne. On pense notamment au refus de certains États membres d'accepter le système de répartition proposé par la Commission en 2015-2016, au moment de la guerre en Syrie, les nombreux naufrages de migrants en mer Méditerranée, le développement de réseaux de trafic d'êtres humains. Enfin, je ne les cite pas tous évidemment, mais simplement pour rappeler quelques éléments historiques qui cristallisent également les critiques. Et c'est pour cette raison, c'est pour s'attaquer à ces difficultés et ces insuffisances qu'un nouveau pacte sur l'asile et la migration a été présenté le 23 septembre 2020 par la Commission européenne. Et c'est un objectif qui s'enracinait de longue date dans les points cruciaux que voulait apporter la présidence Ursula von der Leyen et qui avait été avancé dès juillet 2019. Et cette nouvelle proposition de pacte s'articule en 3 points clés. D'abord, une procédure intégrée de filtrage des nouveaux arrivants aux frontières extérieures de l'Union, et ça, c'est ce que certains ont qualifié de renforcement des contrôles aux frontières. On y reviendra très certainement. Le deuxième point, c'est le renforcement de la solidarité entre États membres par l'accueil ou le parrainage de retour entre les 27, afin de répondre justement aux insuffisances de Dublin III auxquelles qu'on a évoquées juste avant. Et c'est là j'imagine, le débat se cristallisera un petit peu, c'est vraiment au cœur de cet enjeu de la réforme de Dublin. Et enfin, troisième pilier du pacte, l'UE entend réviser sa relation avec les pays tiers ou les pays de départ, en nouant avec eux des partenariats globaux qui intègrent la politique migratoire avec l'aide au développement, la coopération économique, la coopération scientifique. Enfin, penser la politique d'asile de manière générale avec la coopération avec les pays tiers. Par ailleurs, ce pacte a fait l'objet d'un investissement politique important de la part des présidences tournantes du Conseil, allemande, portugaise, slovène, et son aboutissement figure au cœur des priorités de la présidence française du Conseil de l'UE. Ça a été présenté dès décembre dernier par le président de la République, et ça, je suis sûr que nous y reviendrons également pour faire peut-être un premier bilan à 3 mois, 4 mois même bientôt de cette PFUE. Donc le contexte a évidemment fortement évolué depuis septembre 2020, depuis cette proposition de la Commission, et puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie plonge la politique migratoire de l'UE dans une nouvelle urgence. Et là, je voudrais juste rappeler quelques chiffres pour dessiner et ébaucher une forme de cadre. Des chiffres qui ont été révélés, annoncés par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ce dimanche, le 20 mars, donc il y a 2-3 jours, et qui indique que 10 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine depuis le début de la guerre, soit plus d'1 quart de la population du pays. Sur ces 10 millions recensés par l'ONU, 10 millions de personnes recensées par l'ONU, 3,5 millions ont traversé les frontières ukrainiennes pour quitter leur pays. Et c'est la Pologne qui est le premier pays d'accueil de ces réfugiés, avec 2 millions d'Ukrainiens qui ont passé la frontière polonaise et 50 000 nouveaux arrivants chaque jour à la frontière polonaise également. Alors, j'évacue le débat de savoir si ces réfugiés sont restés en Pologne ou peut-être qu'on reviendra un peu plus précisément sur ce point, mais c'est simplement pour donner des ordres de grandeur du
drame devant lequel duquel on discute en tout cas. Par ailleurs, la Pologne n'est pas le seul pays à accueillir bien sûr des réfugiés ukrainiens. On pense à la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et en dehors de l'Union européenne, la Moldavie qui prend sa part également de manière très importante. Donc c'est pour ça et c'est dans ce cadre-là que cette guerre nous amène à nous interroger sur l'avenir de ce pacte asile-migration. Et c'est pour échanger sur ce sujet qu'on a réuni le panel que je vais maintenant vous présenter et que je remercie déjà vivement pour sa participation. Et je commence par ordre alphabétique par Monsieur Philippe de Brecke. Vous êtes professeur de droit de l'immigration et de l'asile à l'Université libre de Bruxelles et vous avez écrit extensivement sur la politique migratoire européenne. Sylvie Guillaume, vous êtes députée européenne du groupe SND, membre de la commission LIBE et vous avez été rapporteur sur les nouvelles voies pour une migration économique légale et aujourd'hui sur le code frontière Schengen. Fabienne Keller, vous êtes également députée européenne du groupe Renew Europe. Vous êtes également membre de la commission LIBE et vous avez été rapporteur sur la mise en œuvre du règlement Dublin 3. Donc vous êtes une experte reconnue, évidemment, comme on l'a dit déjà en introduction. Le sujet de Dublin 3 est évidemment au cœur des débats. Et enfin, Thierry Leroy, vous êtes président de France Terre d'Asile depuis 2016 et vous avez occupé précédemment de nombreuses fonctions politiques, notamment dans les cabinets ministériels de Pierre Mauroy et Jean-Pierre Chevènement, dans des fonctions déjà liées aux enjeux migratoires qui nous occupent aujourd'hui. Donc juste un petit point de housekeeping, comme disent les Anglais. La dernière partie du débat est réservée aux questions-réponses, donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le chat et pendant que les intervenants sont en train de la parole. Et comme j'ai déjà été trop long, je laisse maintenant la parole à Pierre Fouquet, qui suit de près la politique migratoire européenne au bureau de Bruxelles de Confrontation Europe et qui aura la lourde charge de modérer ce débat. Pierre, c'est à toi. Merci Thomas. Ce débat est, comme tu l'as rappelé, plus que jamais d'actualité dans ce contexte qui, je crois, nous préoccupe toutes et tous. Alors, sans plus attendre, je vais commencer avec vous. Sylvie Guillaume, vous êtes députée européenne depuis 3 mandatures et travaillez sur cette thématique depuis longtemps. C'est pour cette raison que j'ai pour vous 3 questions. Quel est avant tout votre regard sur ce qui se passe aux portes de l'Union? Pensez-vous que le pacte asile et migration va dans le bon sens? Et enfin, la PFUE est-elle à la hauteur des événements? Et pour tout ceci, j'ai combien de temps pour vous répondre? Vous avez entre 10 minutes. 10 minutes. Ça Je vais parfait. essayer de tenir, comme ça Bon je ferai des ellipses, merci. Je ferai des ellipses sur un certain nombre de choses et on y reviendra. Merci d'abord de votre invitation et ravi de pouvoir partager avec les autres intervenants ce moment. Alors évidemment, vous avez commencé sur la situation en Ukraine, qui en plus de tous les commentaires que l'on peut faire sur sa nature, s'agissant du débat de ce soir, évidemment, je pense, aura une importance grande pour la suite. Vous avez sans doute remarqué, et c'est devenu presque quelque chose que tout le monde maîtrise maintenant, la directive protection temporaire a été enfin mise en œuvre à l'occasion de cette crise et de cette guerre en Ukraine, une directive donc sur la protection en cas d'afflux massif et de guerre. C'est une directive qui a une vingtaine d'années, qui n'a jamais été utilisée jusqu'à présent et qui l'est enfin après qu'on ait été un certain nombre à la réclamer pour d'autres occurrences et notamment vis-à-vis des Syriens et vis-à-vis des Afghans sans jamais qu'elle ait été déclenchée. Donc évidemment, c'est une dimension importante. Cette directive, elle a été votée à l'unanimité. Alors, on peut se dire comme ça que c'est plutôt positif. Il y a quand même quelques petits sujets de préoccupation à l'égard de cette directive, puisque elle catégorise les personnes qui en bénéficient et rechannel les personnes qui ne sont pas des ressortissants ukrainiens, des personnes apatrides ou des résidents longue durée. Donc, on trie quand même les personnes qui vont bénéficier de cette directive protection temporaire qui est très, très protectrice, notamment du point de vue de l'accès au travail, du point de vue à l'accès à un certain nombre d'allocations et au logement. Ça ne veut pas dire que les personnes qui n'en bénéficient pas sont lâchées dans la nature, puisqu'elles pourront bénéficier, si elles en font la demande, d'une procédure d'asile dit normale, à moins qu'elles ne veuillent rentrer dans leur pays d'origine, ce qui est une hypothèse qui est soutenue également.
Bon, je trouve que c'est plutôt positif, à part ce tri, dont je signale que quand même il est un peu problématique. On a, aussi, essayé d'éviter, c'est un petit peu en parallèle mais, on a entendu parler d'un certain nombre de problématiques de discrimination à l'égard, de ressortissants africains qui ont fort heureusement été, écartés, assez vite. Je pense qu'il y a quand même une problématique complémentaire qui peut intervenir avec le lancement de cette directive protection temporaire. C'est plus dans ses retombées puisque, ça fait voler en éclats, justement, le principe de pays de première entrée qui est un des principes cardinaux, on va dire, dans le système d'asile, dit traditionnel. Donc si plus de pays de première entrée, c'est-à-dire que le concept, du règlement de Dublin, a quand même beaucoup de plomb dans l'aile, on va dire, dans cette présentation. Est-ce que ça veut dire que, demain, on pourra continuer à travailler sur ce principe-là? Je suis pas optimiste jusqu'à cela, mais en tout cas, cela pose, le lancement de cette directive pose cette problématique et pose cette possibilité. Je pense qu'il y a aussi d'autres problématiques qui pourront se greffer, mais j'ai déjà consommé beaucoup de temps sur cela, donc je termine juste en disant que, par ailleurs, comme un certain nombre de pays membres de l'Union européenne accueillent énormément, de personnes, réfugiées, je ne voudrais pas que, finalement, il y ait une sorte de marchandage, et je pense, pour être tout à fait, clair et appeler un chat, qu'un marchandage entre la Pologne, et la Commission européenne sur, le respect de l'état de droit. Là aussi, hein, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais peut-être quand même que, il faudra surveiller ceci, de près. Sur, le pacte asile-migration, pour avoir commis quelques articles pour, confrontation, au moins, ceux de confrontation savent que je suis quand même très sceptique à l'égard, du pacte asile-migration et de ses suites. Il a été présenté depuis enfin maintenant, un certain nombre de mois, après des tentatives successives, de présentation de réformes, du système d'asile et de migration, dans l'Union européenne, toutes soldées, par un échec. C'est un débat c'est un pacte, pardon, dont une des principales caractéristiques est quand même de 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 rendre tangible, enfin de se focaliser plus exactement sur l'externalisation des politiques de migration et un recours, quasi systématique, à la détention et aux politiques de retour. Donc c'est quand même une approche qui est, assez peu positive, en tout cas qui n'est pas à la hauteur, je pense, de tout ce qu'on pourrait, imaginer dans la chaîne de discussion sur, l'asile et la migration. Je pense, singulièrement, à la question des voies légales, et puis je m'en tiendrai là aux voies légales. Donc je ne suis pas forcément très, très optimiste sur la suite du pacte asile-migration. J'ai bien compris et je fais le lien pour terminer avec, votre sollicitation sur la présidence française de l'Union. J'ai bien compris effectivement que l'une des solutions, qui a été proposée à l'occasion de la présidence française, c'est d'essayer de sortir tranche par tranche, ce qui a également été appelé, approche graduelle où, on essaye de contenter tout le monde en faisant avancer, des éléments dits positifs, en tout cas de mon point de vue du pacte, et d'autres qui le sont un petit peu moins pour, d'autres États membres. Donc je comprends bien l'idée générale, hein, d'essayer à la fois de satisfaire ou de dissatisfaire, tout le monde en approchant, graduellement, mais je ne suis pas absolument convaincue de l'ambition, de cette démarche et qui a pour, principal, désavantage de saucissonner encore plus, les textes qui composent le pacte dans son ensemble et qui se tiennent les uns avec les autres. Et l'un des éléments aussi qui m'apparaît un peu critique vis-à-vis du pacte, asile-migration et dans cette approche qui a été, présentée, c'est que, le Parlement européen continue de travailler sur les textes eux-mêmes du pacte, tandis qu'une autre démarche se met en place au Conseil. Donc au bout d'un moment, on se demande à quoi sert le Parlement européen et pourquoi il continue de travailler sur un schéma, alors que potentiellement, il peut aboutir à un autre type de schéma au sein du Conseil. Et d'ailleurs, quand j'ai interrogé les autorités françaises sur ce sujet, il n'y avait pas de réponse sur une substitution ou pas par rapport au pacte tel qu'il a été présenté aux parlementaires européens, ce qui serait gardé, ce qui serait écarté, ce qui serait démantelé.
pour l'instant, c'est extrêmement nébuleux. Donc, il y a quand même une façon de travailler un petit peu dans le brouillard sur ce pacte asile-migration. Donc, on va voir comment les choses se passent et quel est l'impact effectivement de la crise, de la guerre en Ukraine et de ses retombées, notamment s'agissant des politiques d'asile, pour essayer d'y voir plus clair. Voilà, désolée si j'étais un peu longue, je n'ai pas du tout regardé le temps. Non, Désolée. non, c'est parfait, Madame la députée, je vous en remercie. Fabienne Keller, vous êtes également députée européenne, également membre de la commission Libé, mais vous venez d'un différent groupe politique qui est Renew. J'aurais globalement pour vous les mêmes questions. Quel est votre regard sur la guerre en Ukraine, sur le pacte asile et migration, et enfin sur la PFUE? Sur ce dernier point, j'imagine, sans prendre trop de risques, votre analyse sera différente de celle de Madame Guillaume. Alors, merci beaucoup à mon tour de vous remercier chaleureusement de m'avoir invité pour cet échange. Avec Sylvie Guillaume, nous venons de terminer une réunion sur le règlement procédure, qui est un des éléments du pacte asile-migration, dont je suis rapporteure et elle shadow. Nous travaillons très régulièrement sur ce pacte dans cet esprit de construction de compromis, de coalition, qui fait les charmes, mais aussi la complexité du travail du Parlement européen. Mais je dois dire, je n'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai été élue en 2019, mais le pacte asile-migration, il est particulièrement complexe avec ces 7 textes interdépendants, avec des notions qui apparaissent dans plusieurs textes, avec un sujet qui n'a pas beaucoup avancé depuis 2015 et dont j'ai pu mesurer à travers j'ai fait un rapport d'évaluation sur le règlement de Dublin, dont j'ai pu mesurer la difficulté de mise en œuvre concrète. Parce que si, pour faire les choses de manière très synthétique, si la gestion de Schengen est dans son principe très européenne, la mise en œuvre, selon le principe que vous évoquiez en introduction de la subsidiarité, c'est-à-dire l'application pour tout le reste des procédures par les États membres, n'a pas abouti, alors que c'est le cas dans d'autres domaines, à une culture européenne de l'asile et de la migration. C'est plutôt considéré par chaque État membre comme au cœur des missions régaliennes, qui sont donc nationales, et cela génère évidemment des difficultés importantes quand il s'agit, par exemple dans le règlement de Dublin, de se poser la question de quel est l'État membre compétent, donc d'avoir une coopération, un travail en commun entre États membres. C'est aussi très compliqué quand on a des situations objectives extrêmement différentes entre les pays dits MED5, les pays de première entrée, qui considèrent qu'ils ont une charge trop importante, eux qui sont, pour des raisons géographiques essentiellement, pays d'entrée, versus ceux qui sont pays de destination, souvent parce qu'ils sont attractifs en termes d'emploi. Donc un paquet difficile sur lequel la Commission a fait des propositions assez fortes à l'automne 2020, des textes assez complexes. Pour ma part, je reste dans un esprit constructif. Je pense qu'il y a vraiment une volonté quand même d'arriver à dégager un certain nombre de pistes de solutions, mais je ne suis pas sûre que l'approche dite du paquet puisse fonctionner, d'où la proposition française d'une approche qui serait graduelle, pas un texte isolé, mais peut-être un groupe de textes, avec quand même à la fois le yin et le yang, une dimension de solidarité dans la politique d'asile, mais aussi la question de l'application de la règle aux frontières, et puis cette dimension nouvelle qui pour l'instant n'a pas été encore fortement engagée, même s'il y a des initiatives, c'est la question du dialogue avec les pays d'origine. La crise ukrainienne, vous avez raison de le rappeler, éclaire d'un jour assez nouveau la situation, puisque la Hongrie, la Pologne et la Roumanie n'étaient pas des pays de première entrée très importants. Ils l'ont été. Il y a quand même une exception notoire pour la Hongrie pendant la guerre de Syrie, mais ils n'ont été pays que de transit. Ils n'ont pas du tout cherché à garder leur population sur leur
territoire, vous connaissez leur politique, hein, ils ne sont pas du tout accueillants, et d'ailleurs les migrants ne veulent pas y aller parce qu'ils ont bien compris qu'ils n'y étaient pas bienvenus. Et la guerre en Ukraine change assez largement la donne, d'une part parce qu'elle nous permet d'activer un règlement qui existait depuis la guerre dans les Balkans, mais qui n'avait pas été activé, cette protection temporaire, qui permet de gérer un afflux important. Et c'est heureusement qu'on a ce texte, puisque ça nous permet de gérer cet afflux historique. Hein, aujourd'hui, on est à 10 millions de déplacés en Ukraine, 3, peut-être 4 bientôt, qui seront arrivés dans les États membres, mais plus à venir, puisque les déplacés en Ukraine ont pour une bonne partie vocation à essayer de se protéger plus durablement. On parle essentiellement de femmes, d'enfants et de vulnérables, donc qui ne peuvent pas durablement rester dans un pays tant que les bombardements sont la réalité quotidienne. On observe aussi un fort élan de solidarité, notamment en Pologne, vous l'avez rappelé. Alors les Polonais connaissent bien les Ukrainiens, puisqu'1,4 million d'Ukrainiens travaillent régulièrement en Pologne. La Pologne est un pays de plein emploi, hein, beaucoup de Polonais travaillent dans le reste de l'Europe, mais il y a aussi une générosité qu'il faut reconnaître, qui ne pourra tenir dans la durée que si elle est soutenue. Mais elle semble croiser aussi, alors là je témoigne de ce que me disent des collègues polonais, du souci de beaucoup d'Ukrainiens de ne pas être trop loin géographiquement de l'Ukraine pour pouvoir, le cas échéant, retourner, même si cet espoir semble un petit peu s'éloigner dans le temps. Et on constate aussi, du coup, face au choc des images, aux réalités partagées par les remarquables journalistes qui restent sur place et qui témoignent, par les témoignages des Ukrainiens et leur réseau en Europe. Ils sont, par exemple, hein, à Strasbourg, ils sont présents, ils sont au Conseil de l'Europe, hein, ils sont connus, ils sont proches. On voit que cela contribue à changer l'image des réfugiés et à rappeler cette évidence qu'il fuit la guerre. Donc voilà, tous les aspects de la Convention de Genève sont applicables. Qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils ne soient pas, ils fuient la guerre et à ce titre, ils ont droit à la protection, et c'est l'honneur de l'Union européenne de l'appliquer. Alors, pour cette crise ukrainienne, moi j'appelle avec mon groupe à une intervention plus rapide et plus massive de nos agences. C'est leur mission, d'épauler la Moldavie, la Roumanie, la Hongrie. Alors la Moldavie, hein, nous venons de prendre une décision en commission Libé face à une mesure d'urgence, puisque la Moldavie est un pays très très concerné, vous l'avez brièvement rappelé tout à l'heure. Donc la crise ukrainienne qui change la situation. La PFUE est-elle à la hauteur? Je vous confirme, en tant que membre du groupe Renew, je vois Sylvie qui sourit, qu'il y a une forte ambition. Moi, je salue le courage du président de la République qui, le 9 décembre, hein, quand il a présenté les grands axes de la présidence, a souhaité une gouvernance plus politique de Schengen. C'est ce qui nous manque. Hein, ce n'est pas seulement un outil technique et de mise en œuvre, c'est un outil qui doit être piloté. La volonté marquée d'une coopération européenne renforcée. Le 1er janvier est applicable le nouveau statut de l'agence d'asile, la volonté de créer une réserve qui pourrait intervenir comme ça pour avoir un corps de personnes qui connaissent les fonctionnements dans au moins 2 États membres, parce que nous avons un petit peu dans les centres de coopération policière et douanière, hein, qui sont aux frontières des États membres. Moi, je connais très très bien celle de Strasbourg-Kehl, et qui crée déjà un début de culture partagée, une construction de la confiance aussi entre États membres, puisque celle-ci est aujourd'hui trop faible. Et je voudrais dire à cet égard que pour ma part, je porte une proposition en complément, parce que c'est bien de travailler sur le pacte. J'espère qu'on pourra l'adopter de manière graduelle, mais j'en suis pas sûre. Et je propose quelques améliorations tout de suite, parce qu'elles sont applicables même dans le corpus réglementaire actuel. Et je plaide en particulier pour un processus de Bologne pour assurer une convergence des procédures d'asile. Il n'y a pas de raison
que nous ayons des analyses des états d'origine différentes, que nos procédures d'asile ne soient pas plus proches les unes des autres, de manière à aboutir à une reconnaissance mutuelle des décisions d'asile. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je considère aussi qu'une procédure d'asile plus rapide mais complète est nécessaire pour mieux respecter les personnes. Ça ne sert à rien de faire traîner les gens dans les procédures. C'est une source de stress, de mal logement. Bien sûr, ils ont accès en théorie à beaucoup de services, mais nous savons bien que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, mettre plus de moyens. La Commission et EASO ont fait un travail intéressant de simulation à cet égard, dans le cadre du nouveau règlement, mais ça nous a permis pour la première fois de quantifier les moyens en agents, à la fois police pour assurer la sécurité du dispositif et police de l'air et des frontières, mais aussi de médiateurs, d'accompagnants médicaux, d'intervenants de type psychologue ou éducateurs pour les enfants, pour assurer des accueils décents, ce qui est globalement un point d'amélioration de nos procédures à la frontière. Enfin, je propose de renforcer le rôle des agences et à cet égard, l'annonce d'une force de réservistes de 5000 personnes qui vient d'être faite dans le cadre de la crise ukrainienne est vraiment intéressante pour contribuer à à la fois cette disponibilité, cette efficacité en réaction à l'actualité, mais aussi à cette connaissance mutuelle de la situation sur d'autres frontières. Voilà quelques éléments généraux. C'est avec plaisir que je participerai à nos échanges. Eh bien, je vous remercie, Madame la députée. Je laisserai réagir après Madame Guillaume. J'ai vu peut-être un petit. Hop, le micro est coupé. Mais avant cela, Philippe de Brucker, vous êtes professeur de droit à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, pour les initiés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, développer ce que vous appelez la non-réforme du système de Dublin et l'introduction par le paquet Asile et Migration d'un nouveau mécanisme de solidarité envers les États en première ligne? Et par ailleurs, vous aviez évoqué lors de notre réunion préparatoire au débat la directive protection temporaire de 2001 qui permet de répondre aux situations d'afflux massif de personnes en besoin de protection et dont Madame Guillaume a salué l'application. Cette directive prévoit une répartition des bénéficiaires entre les différents États membres selon leur capacité d'accueil. Et vous avez été surpris qu'aucun État membre n'évoque de chiffres, notamment pour la Pologne. Pourriez-vous développer aussi ce point? Merci beaucoup pour votre question. Concernant ce qu'on appelle Dublin, donc le mécanisme de détermination de l'État responsable, la proposition de la Commission est assez simple à résumer. Hormis quelques aménagements de détail, l'essentiel des critères du système Dublin est conservé, ce qui signifie que dans la pratique, ce sera d'un point de vue juridique, peut-être parfois un peu théorique, mais en tout cas d'un point de vue juridique, les pays de premier accueil qui seront responsables pour traiter les demandes d'asile. Donc on ne change pas un système qui est celui de Dublin et qu'on pourrait appeler, disons, le système de la responsabilité, qui met l'accent sur la responsabilité, dans le cas présent, des pays de premier accueil. Dès le moment où on ne change pas ce système, qui est totalement déséquilibré en termes de répartition des demandeurs d'asile entre les États membres, et d'un point de vue juridique et théorique, parce qu'on sait que dans la pratique, les choses n'ont pas fonctionné de cette manière et que nous avons dans le passé connu un excellent mécanisme de relocalisation. Ce sont les deux jambes des demandeurs d'asile qui continuaient leur chemin du sud vers le nord de l'Union européenne. Mais enfin, d'après les textes qui nous sont proposés, on ne remet pas en cause le mécanisme Dublin et donc on garde un système totalement déséquilibré, qui était là depuis le départ et qui d'ailleurs ne concerne pas que le système de l'asile, qui concerne aussi la gestion des frontières extérieures, puisque là aussi on a un système
où ce sont les États situés en bordure de l'Union européenne qui doivent, pour l'essentiel, s'occuper des frontières extérieures. Alors, dès le moment où on décide de conserver un mécanisme aussi déséquilibré que Dublin, il faut évidemment le corriger par un mécanisme de solidarité et qui doit être extrêmement fort puisqu'on a un système très déséquilibré dans la répartition en termes de responsabilité. Il faut accompagner ce système par un mécanisme extrêmement fort de solidarité. Alors la Commission européenne, dans sa proposition, a proposé de marier trois formes de solidarité: la relocalisation des demandeurs d'asile d'une part, le retour sponsorisé d'autre part, et enfin d'autres formes d'entraide entre États membres, par exemple dans le domaine des relations extérieures où un État pourrait mettre ses services diplomatiques au service d'un autre État. Donc, une solidarité faite de différents éléments. Très sincèrement, et je serais intéressé de connaître l'opinion des autres orateurs de cette soirée, je n'ai jamais été convaincu que le système du retour sponsorisé pouvait fonctionner. Et j'avoue que je me demande vraiment qui dans la Commission européenne a pu inventer, si vous me permettez l'expression, un tel machin. Une usine à gaz, le retour ne fonctionne déjà pas lorsqu'il est mis en œuvre par un État membre. Très difficilement il fonctionne, puisque 30% seulement des décisions de retour sont effectivement exécutées. Qui peut penser qu'un système où 2 États membres s'occuperaient de la procédure de retour fonctionnerait mieux? Par ailleurs, et je pense que c'est là un élément qui peut vraiment déplaire, et peut-être cette fois-ci à juste titre, aux États dits du groupe de Visegrad, lorsqu'au terme de 8 mois, la procédure de retour n'a pas abouti, l'État qui a sponsorisé le retour est censé reprendre le migrant qu'on n'a pas pu retourner. Ce qu'on pourrait au fond appeler une sorte de relocalisation des migrants qu'on ne peut pas retourner. Alors, je me demande vraiment quel État sera disposé à accueillir un migrant qu'il n'a pas réussi à retourner pendant 8 mois, et pour en faire quoi? Donc, je pense très sincèrement que cette idée du retour sponsorisé doit être abandonnée, et j'ai entendu avec intérêt que la présidence française propose effectivement de garder le mécanisme de relocalisation, mais de prévoir comme alternative, non pas le retour sponsorisé, mais une forme de solidarité financière entre États membres. Et personnellement, ça me semble être une excellente proposition, non pas seulement parce qu'on abandonne le retour sponsorisé, mais parce que la solidarité financière est au fond assez facile à mettre en œuvre. On ne bouge pas des personnes, on bouge de l'argent. Et donc, je pense qu'il y a là une piste intéressante à creuser, mais nous n'avons pas plus d'informations à cet égard pour le moment. Alors peut-être que Madame Keller a, elle, plus d'informations sur le détail de la proposition française, mais ça me semble là une idée vraiment intéressante. Alors je termine juste par un petit mot à propos de la directive protection temporaire. J'ai en effet été frappé que la décision du Conseil activant cette protection temporaire ne comprend aucun élément concernant la répartition des personnes déplacées entre les États membres de l'Union européenne, ce qui est d'ailleurs une violation de la directive, parce que la directive prévoit très clairement que la décision du Conseil doit comprendre un tel élément. Alors, dans l'enthousiasme du début de l'accueil des réfugiés ukrainiens, il n'y a pas de problème qui se pose à ce stade, mais on peut quand même se poser la question de savoir si la bonne volonté de la Pologne perdurera sur un moyen ou un long terme, et aussi si les proportions continuent à augmenter. Donc la question de la répartition entre États membres pourrait
effectivement se poser. Alors on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu de répartition. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il se dit qu'en réalité, les États, un État comme la Pologne, était opposé à l'idée d'indication chiffrée parce que ça pourrait rappeler le mécanisme de relocalisation avec des quotas. Et comme il ne voulait pas de la relocalisation dans le passé, il ne voulait pas non plus utiliser ce type de mécanisme. Ça me semble être un raisonnement très bizarre parce que finalement, ils vont refuser la relocalisation, même si ça pourrait se faire à leur profit dans ces cas-ci. Mais nous verrons bien ce que l'avenir va nous réserver pour ce qui est donc de cette distribution des réfugiés ukrainiens entre les États membres de l'Union européenne qui, à un moment donné, je pense, va quand même se poser. Aujourd'hui, on laisse au fond les Ukrainiens se déplacer comme ils l'entendent au sein de l'Union européenne et choisir leur pays d'accueil. Alors c'est exactement l'inverse du système Dublin. C'est un système ici au choix des Ukrainiens. Est-ce que nous pourrons maintenir dans l'avenir ce système qui paraît au fond excellent, en tout cas pour les demandeurs d'asile, vu les problèmes que ça pourrait générer en termes de proportion pour certains États comme la Pologne? On verra bien. Merci. Merci, Monsieur de Brucker, c'était passionnant. Et le dernier intervenant de ce premier tour de table est Monsieur Leroy. Vous êtes président de France Terre d'Asile. Pourriez-vous revenir, s'il vous plaît, sur les grandes missions de cette association? Et tous les jours, nous sommes de plus en plus conscients des conséquences tragiques de la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce que cette guerre a changé? Et aussi, qu'est-ce qu'elle n'a pas changé? Merci de votre invitation et j'étais heureux d'entendre les autres intervenants. J'aurais tellement envie de répondre à chacun d'eux, mais on n'a pas le temps de faire ça vraiment, tout de suite en tout cas. Les missions de France Terre d'Asile, c'est une association qui s'est fondée il y a 50 ans. On faisait cette année le cinquantenaire de cette activité. C'est une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, même reconnus après leur et l'association a, pour son développement, été très largement soutenue par l'État. Nos financements sont très largement publics, État, département, l'État pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés, et des départements pour les mineurs isolés étrangers qui sont nombreux et de plus en plus nombreux, les départements le voient bien. Donc c'est ça notre mission. Nous avons une cinquantaine, une plus, centres dans la France entière qui sont chargés de ces différentes missions. Et nous avons à peu près 1000 travailleurs sociaux, un peu plus maintenant, parce que la croissance a été rapide. Voilà. Mais en même temps, cette association qui a une histoire, qui a suivi au fond l'histoire de l'asile depuis 50 ans, a toujours eu une activité de plaidoyer importante qui nous fait regarder dans les causes des situations que nous observons, que nous accompagnons, et parfois plaider pour des réformes du droit d'asile notamment. C'est ça en gros les missions. Alors, ça explique que dans l'accueil des Ukrainiens, ce n'est pas la première fois, France Terre d'Asile se soit beaucoup démené pour essayer de répondre aux premiers besoins. Les premiers besoins, ils n'étaient pas très nombreux. La France n'est pas le pays le plus concerné pour le moment par les demandeurs d'asile venant d'Ukraine, par des gens qui seront maintenant bénéficiaires d'une protection temporaire. Mais dès il y a 15 jours déjà, nous avions ouvert avec l'accord, le financement et la décision finalement des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de la région Île-de-France aussi, un premier centre d'accueil à la Porte de la Villette qui maintenant a été transféré Porte de Versailles et qui a accueilli Porte de la Villette à peu près 500 personnes par jour au moment des plus forts. Et maintenant, la situation a évolué un tout petit peu. On a dans le centre qui est à la Porte de Versailles l'ensemble des opérateurs qui comptent, l'OFI, la préfecture de police qui donne les titres de séjour. Je parle pour la région parisienne parce que c'est là que sont naturellement les plus nombreux Ukrainiens qui arrivent. Ce qui a été dit sur ces Ukrainiens, vous le savez tous, on a surtout des familles, des enfants, des mères de famille. Les hommes sont restés en Ukraine pour des raisons qu'on croit comprendre. Ça veut dire que beaucoup de ces Ukrainiens pensent à leur retour pour le moment, et c'est d'ailleurs le cas de presque tous les réfugiés. Ils sont d'abord, dans la première phase, toujours occupés par l'espoir du retour. Mais c'est très important, ça explique aussi le choix du système de la protection temporaire pour les accueillir.
Voilà ce que je peux dire sur France Terre d'Asile et son adaptation à la crise ukrainienne toute récente. On est dans les questions qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire le projet de pacte européen et la politique européenne de l'asile, pas dans la même situation que les membres du Parlement ou les gouvernements. Nous sommes, nous, ce qui nous a amenés à nous intéresser à ça et à faire ces dernières années des colloques avec des associations comparables d'autres pays européens, certains d'entre vous y ont participé d'ailleurs, c'est qu'on voit en France, là où nous travaillons essentiellement en France. Nous avons simplement un bureau en Tunisie, mais nous travaillons essentiellement en France. Donc, les personnes que nous voyons arriver, nous voyons l'impact qu'a la politique européenne, ses difficultés, ses impasses, et que nous appelons principalement, le mot que nous employons, c'est le mot d'errance. Nous avons énormément d'errance, qui sont très largement imputables aux difficultés de la politique européenne. Et c'est pour ça que nous nous y sommes intéressés et que nous avons maintenant regardé de près, y compris le pacte dont nous parlons aujourd'hui. Les errances dont je parle, c'est d'une part, elles ont été évoquées par certains d'entre vous, c'est d'une part le fait que l'harmonisation européenne, la coordination européenne, la compétence partagée qu'a exercée l'Union européenne et ses institutions, elle a harmonisé en partie le régime des États membres, mais pas totalement, et en particulier la différence de taux de reconnaissance, le fait que ça entraîne des mouvements importants entre les États membres, reste une question non résolue. Tout à l'heure, je crois que c'est Fabienne Keller qui l'a dit, elle a eu raison, il n'y a pas dans la coordination européenne de reconnaissance mutuelle des décisions, qu'elles soient positives ou négatives, et bien entendu, une part très importante des personnes en errance sur le territoire français, ça vient du fait qu'il y a des personnes déboutées dans d'autres États membres que rien n'empêche de venir tenter leur chance en France. Et la réciproque est tout à fait vraie. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui ont été déboutés en France qui peuvent aller en Allemagne ou dans d'autres pays. C'est une des questions posées, pas de coordination, difficile, pour des raisons qui s'expliquent très bien. C'est que les histoires nationales sont tellement différentes pour l'immigration comme pour l'asile qu'on a du mal à penser que d'emblée, les taux de reconnaissance seraient semblables. L'autre cause des errances, elle a été beaucoup mentionnée tout à l'heure, ça vient du système d'accès à la demande d'asile, régi actuellement par le règlement Dublin, le règlement Dublin 3 de 2013, vous en avez tous un peu parlé. Et il faut quand même voir que dans la France d'aujourd'hui, pour 4 demandeurs d'asile enregistrés comme tels, vous avez un demandeur d'asile potentiel qu'on appelle dubliné. On lui dit, votre demande ne sera pas instruite en France parce que vous êtes entré par un autre État de l'Union européenne. C'est à peu près un rapport de 1 à 4. Et donc, c'est très important. Et ce sont des personnes que l'État français est supposé transférer vers les États par lesquels ces personnes sont entrées. On sait que les transferts ne fonctionnent pas mieux que les éloignements, d'ailleurs. Du coup, ces personnes restent en errance. C'est pourquoi on a tant de campements dans certaines régions de France, en Île-de-France, à Calais et encore ailleurs, essentiellement parce qu'il y a ces errances-là. Et donc, pour nous, c'est une raison de nous intéresser à la politique européenne et à ce qu'elle pourrait changer de cela. On doit sans doute se dire que, en matière de mobilité des personnes, il n'est pas certain que les politiques publiques soient toutes puissantes, qu'on puisse obtenir, même avec une répartition solidaire dont nous rêvons tous, une affectation parfaitement équilibrée, équitable entre les États membres des demandeurs d'asile, quel qu'en soit le nombre. Il y a une partie inconnue de cela qui fait que la maîtrise n'est pas très grande. On voit en tout cas que le système de Dublin ne permet absolument pas de maîtriser l'orientation des personnes. Est-ce qu'un système de répartition solidaire marcherait mieux? Nous le pensons, mais ce n'est pas certain. Parmi nous, dans nos débats, il y a même des membres de France Terre d'Asile qui disent mais peut-être que l'objectif que nous devrions définir, c'est le libre choix du pays de destination par les demandeurs d'asile. Nous n'en sommes pas là. Notre position n'est pas celle-là. Notre position est qu'une politique volontariste peut produire des résultats. Alors, je voudrais juste dire un mot sur ce sujet qui a été dans presque toutes vos interventions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser un accueil solidaire en Europe? Nous voyons, comme vous tous, que les propositions du pacte de la Commission de 2020 ne vont pas très loin. Elles n'ont pas du tout saisi la possibilité de réformer le système de Dublin. Il a été maintenu, je ne redis pas ça, ça a été dit. Nous pensons pourtant que la situation a évolué. Il y a des gouvernements qui ne sont pas dans la même position aujourd'hui qu'il y a quelques années. L'évolution du gouvernement allemand est intéressante. Les gouvernements de l'Europe du Sud sont quand même très attachés à une réforme du système de Dublin. Et la France, pour le moment, même avec la présidence de l'Union européenne qu'elle a, n'a pas proposé cela.
nous pensons que c'est un sujet qui ne peut pas facilement obtenir l'unanimité des États membres. Les divisions entre les États membres et l'opposition qu'il y a entre les histoires nationales en Europe font qu'il est très difficile d'obtenir une unanimité, mais l'histoire de l'Europe et de sa construction montre bien que c'est souvent un groupe d'États volontaires qui entraînent des solutions qui sont au début des solutions appliquées de façon volontaire et qui peuvent ensuite convaincre les autres. En tout cas, nous avons cette idée. On a retrouvé d'ailleurs cette idée dans le programme du nouveau gouvernement allemand et quand elle est sortie, on s'est dit, mon Dieu, peut-être que la France va s'en servir de ça et pourrait avancer dans cette direction. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment et tant que ce ne sera pas le cas, je ne crois pas que les errances qui nous ont mis en mouvement vont vraiment changer. Voilà ce que je voulais dire. Sur l'Ukraine, un peu plus, nous partons dans ces questions d'asile et d'immigration avec d'abord ce constat que répète sans cesse le Haut Commissariat des réfugiés, que 80-90% des personnes déplacées dans le monde par les conflits et les crises sont dans le pays d'à côté, ou dans les pays voisins. C'est vrai pour les Africains qui sont presque tous, non pas réfugiés en Europe, comme on le croit, mais réfugiés dans les pays d'à côté. Ils y restent avec l'espoir du retour ou sans cet espoir, ça dépend. Je me rappelle quand il y avait une crise en Algérie dans les années 90, on s'en souvient tous en France, eh bien, qui se voyait destinataire des réfugiés qui seraient peut-être sortis d'Algérie si les islamistes y avaient pris le pouvoir, rappelez-vous cette période-là, c'est la France qui se voyait. Moi, je travaillais à cette époque-là au ministère de l'Intérieur, et ce n'est pas un secret, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur travaillait à l'accueil des réfugiés algériens qui viendraient où? En France, nécessairement. Ça ne s'est pas produit, Dieu merci. L'évolution de la politique algérienne n'est pas nécessairement celle dont on peut rêver, mais elle a évité cette issue-là. Les Libyens sont venus en Tunisie, les Afghans sont d'abord allés au Pakistan et en Iran. Les Syriens sont allés très majoritairement en Syrie, en Turquie, pardon. Et l'Ukraine, bien sûr. L'Ukraine, c'est l'Europe, c'est les pays voisins de l'Europe, vous en avez parlé, c'est la Pologne, c'est la Moldavie, c'est la Roumanie et bientôt d'autres États européens. Et d'ailleurs, même dans les autres États européens, ceux de l'Europe de l'Ouest, on voit bien que la distribution se fait de façon assez inégale, souvent en fonction des diasporas déjà établies. Il y a plus de réfugiés ukrainiens qui vont en Espagne qu'en France pour le moment. C'est comme ça. Voilà, tout ça nous fait regarder la protection temporaire comme une bonne décision prise par l'Union européenne. Je partage le jugement qu'a porté là-dessus Sylvie Guillaume tout à l'heure. Elle a raison d'applaudir. Ça avait été demandé pour d'autres crises et là, enfin, on a pu le faire. J'y vois aussi, comme beaucoup l'ont dit dans les commentaires, un avantage pour l'idée de solidarité, c'est que à partir du moment où d'autres États européens qui étaient réticents à l'accueil de réfugiés sont maintenant eux-mêmes soumis à une pression très forte, il y a une certaine égalisation des conditions entre les États membres qui peut aider à chercher des solutions communes de solidarité. J'en suis pas tout à fait sûr parce que quand je vois le régime de champ d'application qui a été retenu pour la protection temporaire, on voit bien qu'il y a des discriminations qui ont freiné un peu les ardeurs. Ça nous a choqués à Frontières d'Asile, on a protesté contre ça. Pourquoi les personnes qui ne sont pas de nationalité ukrainienne ou déjà réfugiées statutairement en Ukraine ne peuvent pas prétendre à la protection temporaire? C'est une question qui n'est peut-être pas encore flagrante, mais peut-être qu'elle apparaîtra plus dans les prochains temps. Et là, c'est une question qui est tout à fait problématique du point de vue des principes même du droit d'asile, qui est un principe universel, comme vous savez. Voilà pour ce que je voulais dire de l'Ukraine. Je peux peut-être m'arrêter là, je crois que j'ai atteint la limite de mon temps. Merci, Monsieur Leroy. Avant de faire réagir les panélistes à ce premier tour de table, qui a été évidemment passionnant et très riche, je voudrais faire intervenir Édouard François de Langsin, qui est membre du Bureau de Confrontation Europe et qui a monté avec plusieurs associations un projet de refuge pour plus de 200 Ukrainiens. Pourrais-tu, Édouard, s'il te plaît, nous en parler? Bien, bonjour à tous. Je viens de me connecter. Merci d'avoir contribué à cet échange d'idées sur un sujet fondamental, c'est toute la stratégie d'accueil des réfugiés de toutes sortes en Europe. Il y a un vrai sujet. Et là, maintenant, on a un cas pratique immédiat avec l'Ukraine. Et dans ce cas pratique immédiat très général, nous avons un micro-cas
dans l'Audomarois. Alors, je ne sais pas si les gens savent très bien où est l'Audomarois, mais enfin, bon, Saint-Omer, on croit que c'est une grande ville chez nous, mais c'est souvent un peu ignoré. Hein. Moyennant quoi, on a de grandes ambitions. Et j'avais créé une fondation qui s'appelait Valeurs transatlantiques, valeurs voulant dire surtout les valeurs de la démocratie et les valeurs communes à l'origine des démocraties américaines et françaises. Et notre devise, c'était valeurs pour agir. Et là, on a réalisé que dans la guerre de l'Ukraine, au-delà des sujets territoriaux, etc., et des frontières russes, il y avait un vrai sujet de modèle de société, c'est-à-dire il y avait un débat entre la démocratie et la non-démocratie, et c'est probablement une des sources du sujet. Donc on s'est dit, ben voilà, ces valeurs-là, la démocratie, il faut agir tout de suite. Et donc nous sommes mobilisés avec des amis, notre association, et une fille assez remarquable qui était chez McKinsey, et qui, tout de suite, une semaine après la guerre, a permis de se lancer pour, d'une part, réfléchir sur toute la stratégie d'accueil, c'est-à-dire l'offre, hein, c'est-à-dire l'inventaire des familles d'accueil, le financement, enfin, dans tous ces sujets-là, hein, donc dès le début de la guerre. Mais ensuite, on s'est dit, il ne suffit pas d'avoir bonne conscience et de se dire on est candidat à héberger et à accueillir, mais faut-il encore que les gens viennent? Et évidemment, les gens ne viennent pas beaucoup en France, ils viennent encore moins dans le nord de France. Donc on s'est dit très bien, donc on va affréter des bus pour aller chercher ces déplacés ukrainiens. On a essayé d'organiser avec des relais en Ukraine et en Pologne, à Varsovie, pour faire le sourcing. On a financé un bus, donc j'ai essayé de retrouver des bus français, etc. Mais un bus français pour faire l'aller-retour, c'est 14 000 €. Donc on s'est dit, on va peut-être demander en Pologne. On a trouvé des bus polonais pour 4 000 €. Donc on a affrété un bus, on a fait du sourcing et on a fait venir dimanche en 8 dernier 71 Ukrainiens et d'autres qui étaient venus en bus, en mini-car, en voiture individuelle. Donc on a à peu près sur le territoire actuellement dans cette initiative 130 Ukrainiens dont on a mobilisé et qu'on a dispatché dans trentaine de familles de différentes sortes, en rural ou en ville à Saint-Omer. Moi-même, pour l'instant, j'en ai 10 chez moi à la campagne, hein, dans un petit village de campagne qui est Stede. L'idée, c'est de réfléchir à un modèle qui soit reproductible. C'est-à-dire que tout ça, c'est très compliqué. Il y a énormément de grains de sable administratifs, psychologiques. On a mis tout un réseau de psychologues pour accompagner le stress, etc. On a tout le problème d'inscription à l'école, ça a l'air simple, etc. En théorie, mais en pratique extrêmement difficile. L'accès aux soins, pharmacie, dentaire, enfin, etc. Donc on a essayé de définir un livret d'accueil pour les familles d'accueil, parce que ça c'est aussi un autre job. On a mis en place un site internet qui s'appelle Solidarité Ukraine. Évidemment, quand on a fait tout ça, les politiques ont commencé à s'affoler, évidemment. Hein, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette initiative individuelle? Donc, ils ont organisé tout de suite une réunion de coordination avec tous les élus locaux, hein, les présidents des différentes agglomérations, le sous-préfet. Bon, hein, on a lancé tout ça pour coordonner. Et donc, nous, aujourd'hui, on est en train de tester tous les outils administratifs et leur fragilité et surtout leur lenteur. Parce qu'on a monté en 10 jours, hein, mais l'administration, quand on a eu la première réunion, ils n'avaient pas le début d'une solution. Ils avaient des intentions, mais pas le début d'une solution. Donc là, on est en train de partager. Là, j'ai passé toute la journée aujourd'hui avec des journalistes entre Isberg, Amon-Artois. Là, je suis dans un lieu très intéressant. Je suis dans le laboratoire d'une pâtisserie-boulangerie, hein, qui, elle, avait reçu une fille dans l'association Tchernobyl. Donc, ça fait 9 ans qu'elle reçoit une fille de Tchernobyl, qui a maintenant 18 ans. Et donc, elle a décidé, cette famille ici, d'aller chercher l'ensemble de la famille. Donc, ils ont envoyé une voiture et il y a 5 ou 6 Ukrainiens qui sont aujourd'hui dans cette boulangerie-pâtisserie et dont on essaie de régler tous les différents sujets, de la jeune fille de 18 ans
qui fait une école de police en Ukraine, de ses frères et sœurs adolescents qui posent d'autres sujets. Les 2 mères qui sont là, on leur a trouvé un job et aujourd'hui, ils ont commencé, hier, chez un maraîcher à Tilk, où il y a des carottes de Tilk qui sont très connues à côté. Et donc, elles ont commencé à travailler à Tilk hier. Alors, on a plein de petits sujets. Je vais m'arrêter là pour montrer des choses très concrètes. Donc, on a à peu près 130 Ukrainiens, peut-être une trentaine, une quarantaine de familles. Au début, on nous avait dit que tous les papiers se feraient en ligne. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Il faut qu'il y ait une inscription physique à la préfecture, à Arras, donc 60 km, assez compliqué. Mais tous les dossiers électroniques qui sont envoyés à Arras sont répondus avec une date de rendez-vous. Mais nous, on a des groupes rendez-vous à Arras pour 100 et quelques personnes. Ça demande une logistique, un bus, etc. Donc là, je viens d'envoyer, par exemple, un SMS au secrétaire général de la préfecture pour dire, est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller, avoir un concept de groupe pour avoir des dates de rendez-vous groupées pour que nous puissions louer un minibus, non pas chacune pour chaque famille individuellement, mais pour 10 familles à la fois. Bon. La question vient d'être posée, la réponse n'est pas encore arrivée. Et là, c'est tout à fait concret parce qu'on a besoin de réponse demain, parce qu'on a besoin de cette inscription pour que les personnes puissent commencer à travailler. Donc voilà, juste un témoignage de ce que veut dire le droit d'asile dans la France profonde, du Nord, Pas-de-Calais. Et je ne vais pas vous raconter toutes les histoires, mais chaque histoire de famille accueillante est absolument extraordinaire. Et chaque histoire de famille accueillie est absolument extraordinaire. Donc cette mobilisation et solidarité est fantastique. Donc c'est une grande leçon que nous devons tirer. La seule question stratégique importante, c'est derrière une mobilisation émotive, comment on va la gérer dans le temps. Donc là, on est sur une première phase de 1 à 2 mois. Il va falloir maintenant gérer la deuxième phase, parce que pour nous, les gens qui accueillent chez soi, à leur domicile, c'est bien pendant quelques jours, ça peut poser des questions si ça dure 1 an. Donc là, on va essayer de travailler sur cette deuxième phase, qui est la résilience de notre projet de solidarité. Donc voilà le petit témoignage que je voulais faire participer à votre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton témoignage passionnant encore une fois, et en tout cas bravo pour cette initiative. On a parlé de beaucoup de choses dans ce débat, de retour sponsorisé, de mécanismes de solidarité, de gouvernance politique de Schengen. Alors, Madame Guillaume, auriez-vous une réaction après tout ce beau débat? Et j'ajoute une question en plus de Jeannette Suss de la Fondation Friedrich Naumann, qui dit: quelle serait la relation entre cette réserve pour la protection de la frontière proposée par Emmanuel Macron et les structures existantes, notamment les agents Frontex? Sylvie Guillaume, après Madame Keller, je vous laisserai la parole. Merci. C'est vrai que beaucoup de notions ont été évoquées. Vous avez eu l'œil en voyant que de temps en temps je réagissais en secouant un peu la tête. C'est un débat, donc on a effectivement la possibilité d'avoir une opinion un peu différente. Simplement, je précise sur la question de la directive sur la protection temporaire. Tout à l'heure, on l'a évoqué. En fait, le tri, je mets évidemment d'énormes guillemets à tri, il se fait avec les ressortissants de pays tiers, parce que ce qui a été obtenu notamment par les pays de Visegrad dans la discussion, c'était que le shall, c'est-à-dire que les États membres doivent appliquer, s'est transformé en peuvent appliquer. Et à partir du moment où on dit à un État membre qui est réticent à l'accueil qu'il peut appliquer une directive, mais qui sous-entend qu'il peut ne pas l'appliquer, évidemment, c'est quand même le chemin dans lequel s'est précipité le texte. Après, j'écoutais cette discussion sur le déséquilibre du système. Je partage effectivement cette idée que ça n'est pas le pacte asile-migration tel qu'il est proposé ou qu'il a été proposé en 2020 ne change pas ce déséquilibre existant, parce que les mêmes causes en fait produisent les mêmes effets, et les divergences dans
l'appréciation qu'un certain nombre de gouvernements d'États membres ont vis-à-vis de l'accueil des personnes demeure. Et cette appréciation, malheureusement, elle demeure aussi dans la crise en Ukraine. Donc, le problème de la solidarité n'est pas résolu par les préconisations des textes du pacte asile-migration, notamment parce qu'un pays de première entrée reste un pays de première entrée. Or, ce principe n'est pas remis en cause dans le cadre du pacte asile-migration. Ça n'est pas remis en cause. Donc, et il y a une forme, la monétisation en fait qui est proposée, qui n'est pas une proposition française. Hein, enfin, de mémoire, c'est pas la France qui a proposé de compenser le défaut d'accueil par un autre type d'aide. Je vois Fabienne qui fait signe que non, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est une des propositions du pacte lui-même. Et de mon point de vue, une proposition extrêmement bancale, parce qu'en fait, d'une certaine manière, elle accrédite l'idée que quand on est un État membre réticent à l'accueil, on peut substituer par quelque chose d'autre. Et donc, ça fiche en l'air cette idée de solidarité qui est aussi dans la question de l'accueil. Dit autrement, si on peut se dédouaner de l'accueil, je fais à grands traits bien sûr, hein, en forçant le trait à outrance, mais si on peut se désengager de l'accueil des personnes et donc de la solidarité européenne en achetant autre chose, en achetant du retour, en fournissant du matériel, en fournissant des agents, je trouve que franchement, ça n'est pas une bonne solution. Et c'est là où pour moi, le pacte n'est pas tout à fait adapté à la situation. Je veux juste, si vous m'y autorisez, mettre aussi deux autres notions dans la discussion telle qu'on l'a jusqu'à présent. La première, c'est de rappeler, M. Leroy tout à l'heure avait tout à fait raison d'indiquer que 80 à 90% des personnes restaient dans le locaux régional pour la demande d'asile. Il y a un autre 90% qu'il faut que tout le monde ait en tête, c'est que 90% des personnes qui obtiennent le statut de réfugié sont rentrées de façon irrégulière dans l'Union européenne. Ça, c'est une dimension très importante parce que ça veut dire qu'on doit aussi réfléchir à la question de l'accès au territoire pour pouvoir demander l'asile et qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la question des voies légales. Donc, ce n'est pas un chiffre mineur. Ce pourcentage est énorme. Il faut l'avoir en tête. Et la dernière dimension que je voulais introduire dans notre débat, moi, je trouve qu'il y a une autre dimension qui est extrêmement problématique dans le pacte asile-migration, c'est qu'on accrédite l'idée, ce qu'on appelle la fiction de non-entrée. Je ne peux pas développer parce que j'ai déjà pris la parole un peu longuement, mais en gros, c'est une européanisation de la dimension française qui se pratique notamment dans les aéroports, où on considère que les personnes qui vont demander l'asile ne sont pas entrées sur le territoire. Et donc, il y a là aussi une sorte de tri préalable qui se fait en extraterritorial. Et je trouve que c'est une dimension extrêmement dangereuse parce que le droit qui s'applique est un droit qui n'est pas le droit d'asile puisqu'on est dans l'extraterritorial et c'est un droit qui s'applique qui est infiniment moins protecteur que l'asile. Donc, c'est quand même une dimension assez importante. Et je suis désolée, mais j'ai rien compris à la question de la dame. Donc, je ne peux pas y répondre parce que je ne l'ai pas comprise. Et Fabienne a l'air de l'avoir comprise, elle est plus maligne que moi. Madame Keller, quelle est votre réaction aux propos de Madame Guillaume? Alors, merci beaucoup. Peut-être tout de suite en rebond. Sur le pacte asile-migration, en fait, il a 3 piliers. Hein. La gestion mieux organisée des entrées en prévoyant qu'il y a les personnes qui ont très peu de chances d'avoir l'asile, où on essaye d'organiser des procédures rapides et en maintenant les personnes a priori aux frontières ou pas loin des frontières et en envisageant le retour rapide. D'autre part, en même temps, en organisant la solidarité pour tous les autres, c'est-à-dire une répartition sur le territoire européen dès leur arrivée, de manière à ce que la solidarité soit opérationnelle tout de suite. C'est là le concept d'équilibre du nouveau paquet avec une mesure complémentaire qui est la relation avec les pays d'origine pour être dans une gestion notamment des retours beaucoup plus humaine, plus accompagnée. La mesure prévue de paiement là, pour les retours financés, c'est juste un point de réalisme.
pour éviter le blocage total de la Hongrie et de la Pologne dès la sortie du paquet. Enfin, moi, ça a été ma perception. La Commission a tout de suite constaté qu'en aucun cas, ils ne voudraient participer au nouveau paquet et leur proposer voilà, une contribution financière et pas en termes de participation au dispositif. Donc l'équilibre d'ensemble, c'était soulager les pays de première entrée par, d'une part, le fait qu'on gère plus rapidement ceux qui restent sur leur territoire plus efficacement, avec un très gros appui financier en termes d'organisation et de soutien dans le cadre de ces procédures efficaces aux pays de première entrée, et d'autre part, une solidarité tout de suite mise en œuvre. Pour ma part, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai tendance à être très pragmatique. Moi, je propose que la solidarité, on l'applique tout de suite. Vous avez été, notamment Monsieur Leroy, très critique à l'égard de Dublin III. Je ne le serai pas moins. Moi qui ai fait un rapport d'évaluation, qui suis allée dans différents États membres, et les Dublinés, c'est vraiment pas bien ce qu'on fait, parce que les personnes, elles espèrent, donc comme elles ne sont pas reconduites, elles vont d'un État membre à l'autre, et puis elles attendent que leurs droits soient reconstitués. C'est 6 mois ou 1 an pendant lesquels ce sont des ombres, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit d'exister sur le territoire européen, donc c'est affreux. Et puis ensuite, ils redéposent en espérant avoir des droits. Donc ça, c'est des situations tout à fait inhumaines. Donc, Dublin n'est pas tout à fait maintenu, mais il y a un règlement de substitution qui fait l'objet de beaucoup de débats. Et Sylvie et moi, on participe là aussi à ce débat-là. Mais moi, je propose que dès maintenant, on applique mieux Dublin tel qu'il existe. Dublin, il ne prévoit pas du tout le pays de première entrée comme premier critère. C'est en principe les liens avec un État membre qui doivent justifier sa localisation. Et ces liens peuvent être familiaux, liés à des études qu'ils auraient pu faire, à la maîtrise du linguistique ou à des antécédents de voyage. Ce sont des critères qui aujourd'hui ne sont pas appliqués. Donc, améliorons tout de suite cette dimension de solidarité plus facile. Et puis, la priorité des priorités, c'est la réunification familiale. Et là aussi, se mettre d'accord sur les critères de la réunification familiale et de cesser ces débats infinis sur les pièces justificatives dans un climat de non-confiance entre États membres que j'évoquais tout à l'heure. Sur le cas de la crise récente en Ukraine, je voudrais saluer l'action que nous a partagée Édouard François de Lanxin sur cette solidarité, cet élan du cœur qui est formidable, et je crois que c'était bien de voir une situation concrète après toutes les difficultés administratives. Moi, j'appelle ça les sacs de grains de sable parfois, hein, dans la mise en œuvre concrète. Mais au fond, l'important est assuré, c'est que ces personnes se sentent accueillies, et je pense que c'est essentiellement des femmes, des enfants, des familles, et qui ont la preuve qu'ils ne sont pas seuls malgré la guerre, malgré le conjoint ou les proches qui sont en risque parce qu'ils sont à la guerre. Sur la résilience, c'est tout le sujet maintenant pour vous à Saint-Omer, pour les Polonais. Je crois que la solidarité polonaise n'a pas du tout été le fait du gouvernement polonais, hein. Ça a été le fait en fait des communes, des autorités locales et des personnes. Donc c'est assez impressionnant, hein. C'est le peuple polonais en fait qui a marqué sa solidarité. Est-ce qu'elle perdurera? C'est la question posée tout à l'heure par le professeur De Bruycker. Je pense qu'il faut prendre acte du fait que la Pologne est un pays qui a un niveau de vie qui n'est pas le plus élevé, pas le plus faible d'Europe non plus, mais ce sont des personnes qui souvent avec beaucoup de générosité ont accueilli. Donc la question, ça va être assez vite comment on les soutient, si elles le souhaitent dans la durée, sinon en trouvant d'autres solutions plus à long terme. Et c'est la question de l'éventuel dispositif de solidarité entre États européens, mais il ne faut pas se voiler la face, il faut lier les dossiers. Les Polonais refusent ce mécanisme, alors qu'ils sont très chargés, hein, parce qu'ils sont en négociation sur la sortie de la conditionnalité des financements européens.
La conditionnalité, c'est ce mécanisme, puisqu'ils n'ont pas d'indépendance de la presse, de liberté de la justice. Vous connaissez l'affaire des juges suspendus, cette séparation des pouvoirs qui n'est pas à l'œuvre en Pologne. Et donc, ils utilisent, moi je ne suis pas dans les détails diplomatiques, l'effet de levier que donne l'accueil de fait, mais qui n'est, à mon sens, pas le fait du gouvernement polonais, de cette charge et donc des besoins financiers qu'ils ont pour qu'on desserre donc le blocage aujourd'hui conforté par l'arrêt de février de la Cour de justice européenne, pas de fonds européens ni habituels, ni le plan de relance, tant qu'ils n'assurent pas la liberté de la presse et l'indépendance de la justice, notamment. Donc, c'est un débat, comment dire, qui s'est un peu équilibré, mais il ne faut pas tomber dans ce chantage parce que à nouveau, c'est le peuple, c'est pas ce gouvernement autocratique et qui est sur une pente extrêmement dangereuse. Moi, j'ai eu l'occasion d'organiser un séminaire sur l'état de droit avec des activistes polonais, avec des juges suspendus, avec des journalistes polonais et hongrois. C'est les fondamentaux de l'Europe et il nous faut les protéger. Sur la question de la participante, sur ce qui a été annoncé, Sylvie, tu le sais, c'est une réserve pour protéger les frontières. L'idée d'organiser un dispositif qui serait similaire à les réserves qui existent dans le domaine de la protection civile, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être sollicitées très ponctuellement en cas de crise majeure. La protection civile, c'est pour les feux en Grèce cet été. Là, ce serait pour des événements moins habituels que ceux qui donnent lieu à la mobilisation de la réserve envisagée auprès de Frontex, pour lesquels ce serait une mise à disposition plus régulière sur des durées plus limitées. Donc, c'est une proposition qui est sur la table, qui est intéressante là aussi, parce qu'elle pourrait permettre de manière beaucoup plus ponctuelle à un nombre plus large. C'est le chiffre de 5000 qui a été mis sur la table au niveau du Conseil, qui pourrait être ainsi, avoir un vécu sur une participation à une gestion de crise aux frontières comme celle que nous connaissons aujourd'hui à la frontière ukrainienne. C'est ma compréhension de ce dispositif. Pour moi, on est dans une logique de traitement plus européen des moments particuliers de migration. Je pense que ça va dans le bon sens. Merci, Madame. Pardon, si je peux ajouter un mot. Allez-y. Pour ma part, s'agissant de la directive de protection temporaire, je suis, comme Sylvie, très heureuse qu'elle ait existé, qu'on ait pu l'activer. Elle a été de ce fait applicable très rapidement. Je défends, je ne sais pas si ça va être mis en œuvre et fructueux, mais je défends l'extension de cette directive aux non-ukrainiens qui viennent se réfugier, parce qu'on entre là aussi dans une complexité administrative, alors qu'ils fuient la guerre et que pour, par exemple, les étudiants qui sont arrivés, apparemment il y avait pas mal d'étudiants puisqu'ils ont des universités anglophones en Ukraine et que c'est pas cher. Voilà, ça peut être un bon dispositif en attendant qu'ils rentrent chez eux ou qu'ils poursuivent leurs études ailleurs. Sinon, en France, on met en place la protection subsidiaire, qui était celle qui avait été activée pour les Afghans qui n'étaient pas bénéficiaires du statut de réfugié avant la crise d'août dernier. Mais ce n'est pas le bon processus adapté à cette situation de crise très forte. Et ça permettrait d'assurer que dans tous les États membres, on a un dispositif similaire. Pardon pour cet ajout. Non, c'était très bien, très intéressant, merci. Monsieur Leroy, est-ce que vous voulez réagir directement aux propos de Madame Keller, et après je laisserai Monsieur De Brucker en guise de conclusion et de synthèse de ce débat. D'accord, je vais essayer d'être court. Juste un mot sur le sujet qui nous a un peu réunis, qui est la façon d'organiser une solidarité entre États européens dans l'accueil des demandeurs d'asile. C'est un sujet qui n'est pas résolu. On a l'expérience de 2015 où la Commission avait proposé un mécanisme très rigide au fond d'adaptation des quotas de chaque État membre en fonction de la population et de la richesse de chacun des États membres, et ça ne pouvait pas fonctionner. Je voudrais dire simplement qu'aujourd'hui, si on regarde
comment sont répartis les réfugiés et les demandeurs d'asile, je pourrais ajouter les Dublinés si on veut, entre les États membres. En réalité, cette répartition est terriblement inégale. Il y a 2 pays qui absorbent à eux seuls la majorité, qui sont l'Allemagne et la France. Des États qui pourraient sans doute faire davantage si on ne leur laissait pas une responsabilité écrasante, c'est l'Italie, l'Espagne, la Grèce et les petits États de la Méditerranée. Il me semble qu'il ne faudrait pas faire un gros effort pour définir des règles acceptables par la majorité de ces États-là, en tout cas, et arriver à une situation où on n'aurait plus les errances des gens qui ne sont dans aucune des cases du système. Ce n'est pas très difficile de partir, comme l'a dit Fabienne Keller d'ailleurs tout à l'heure, des liens personnels, familiaux, linguistiques et autres que les demandeurs d'asile présentent avec les États membres, en partant de cette règle-là qui aujourd'hui joue pour 3% de la répartition des demandeurs d'asile selon Dublin. On pourrait tout à fait changer la part de ça et s'approcher d'un système qui serait beaucoup plus équitable, pas forcément une répartition rigide et absurde. Enfin, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là et qu'on est resté très loin avec les propositions de la Commission. Avec ce que fera la présidence française, je ne sais pas dire. Je voudrais dire un mot sur Saint-Omer quand même, parce que j'ai été très impressionné par la présentation qui a été faite, qui m'a tellement rappelé, alors que nous sommes, nous, une association opérateur de l'État, mais ça ressemble assez à l'initiative qu'on a pu prendre pour accueillir les Ukrainiens en région parisienne et aujourd'hui dans la Manche, d'ailleurs, tout près de Saint-Omer, assez près de Saint-Omer, dans les mêmes conditions, à partir d'une orientation des premiers arrivés. Ça ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver par tous les moyens des dispositifs qui répondent aux besoins du premier accueil. On n'a pas la capacité d'hébergement, mais on a, nous, un réseau d'hébergeurs qu'on peut mobiliser et c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors finalement, entre une association comme celle qui s'est présentée tout à l'heure, donc ça, et ce que nous faisons Français à l'asile avec les moyens qui finalement sont quand même ceux des pouvoirs publics, il y a quelque chose qui ressemble énormément. Et en même temps, ces derniers mots que je voudrais dire, quand on voit ces initiatives citoyennes qui ont été très vite encouragées, spontanées d'abord et encouragées par les pouvoirs publics à juste titre, on a la question qui est là tout de même. On a une saturation des moyens d'hébergement et d'accompagnement financés sur fonds publics aujourd'hui. Les Ukrainiens arrivent, aujourd'hui ce n'est pas encore dramatique, mais ça pourrait l'être davantage. Donc la mobilisation d'une contribution citoyenne est évidemment souhaitée. Et en même temps, très vite, les professionnels de l'accueil que nous sommes, à Français d'asile, ceux qui font l'hébergement et qui font l'accompagnement des demandeurs d'asile, un métier, eh bien, ils se disent comment on peut faire ça avec simplement des familles. Alors heureusement, j'ai entendu la réaction de l'association qui était là devant nous. On cherche par tous les moyens à avoir toutes les cautions voulues, à faire tout ce qui est conforme au canon de l'accueil, mais malgré tout, c'est une difficulté. Alors, je ne voudrais pas insister sur ce dernier point, parce que comment ne pas se réjouir de voir ce type d'initiative qui est le reflet de la mobilisation de l'opinion qui est réelle et qui pour nous est quand même très réjouissante, parce qu'on a vécu, en tout cas dans les 6 derniers mois de cette campagne électorale en France où le sujet de l'immigration était devenu au premier plan, alors qu'on n'était pas en France sous une pression considérable, ça nous faisait très drôle de voir, par comparaison, la campagne électorale allemande dans la même période, en 2021, les Allemands qui ont accueilli beaucoup plus de réfugiés, qui ont encore plus que nous des réfugiés et des demandeurs d'asile, pas un mot pendant toute la campagne allemande sur ce sujet. Alors, il y a des raisons à ça, c'est l'histoire d'immigration en France, c'est plutôt la problématique de l'intégration en France qui cause ce débat sur l'immigration, mais malgré tout, on s'était toujours dit que les tendances de l'opinion que paraissaient refléter les orientations du débat politique en France n'étaient pas forcément le dernier mot de l'histoire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on avait raison d'avoir cet espoir-là. Merci. Merci, Monsieur Laurent. Monsieur De Brucker, c'est à vous. J'ajoute une petite question dans la foulée de Alain Lecléac. Face à l'échec prévisible d'un accord unanime sur le PAC, tant que le règlement de Dublin sera en application, existe-t-il un plan B entre certains pays pour une alliance d'États volontaires pour une réelle solidarité d'accueil? Voilà. C'est le mot de Français d'asile. Alors, je vais être très bref parce que l'heure a tourné et peut-être qu'il y aura encore d'autres questions qui voudraient être posées. Je prends immédiatement la dernière question que vous avez évoquée, un plan B. Moi, je n'en connais pas. L'idée de faire un plan B avec les pays volontaires serait, à mon sens, vraiment problématique parce que ça veut dire que ceux qui ne veulent pas de la solidarité obtiendraient automatiquement ce qu'ils voudraient et resteraient en dehors du mécanisme de solidarité. C'est quand même un progrès.
Alors, pour ce qui est de... Je vais être vraiment très bref et peut-être pour inviter à la réflexion. Pourquoi aujourd'hui est-ce que l'Union européenne, ses États membres, la société civile sont aussi enclins à accueillir chaleureusement des réfugiés ukrainiens? Alors, il y a toute une série de raisons qu'on peut évoquer, mais je voudrais quand même mettre en avant l'idée que dans ce cas-ci, au fond, nous n'avions pas le choix. L'Ukraine est un pays voisin de l'Union européenne qui a une frontière commune avec plusieurs de ses États membres. Donc il n'y avait pas de pays tiers de transit auquel on pouvait demander de jouer le rôle de sas, comme on le fait par exemple entre la Grèce et la Syrie dans le cas de la Turquie. On demande aux Turcs de garder sur leur territoire les Syriens en échange d'une solidarité financière. Dans le cas de l'Ukraine aujourd'hui, c'était totalement impossible, puisque si on ne voulait pas des Ukrainiens, la seule solution qu'on avait, c'était de les renvoyer en Ukraine. Et aujourd'hui, dans l'Union européenne, on respecte malheureusement trop peu le principe de non-refoulement, mais on n'en est quand même pas encore au stade où on renvoie directement des personnes vers le pays fouissé en général, vers un pays tiers où les conditions ne sont pas bonnes et où il y a une violation indirecte du principe de non-refoulement, mais on n'a pas encore une violation directe du principe de non-refoulement. Mais je me demande quand même si nous devons nous faire si nous ne devons pas éviter de nous faire des illusions, parce que dans le cas de l'Ukraine, nous accueillons les réfugiés ukrainiens comme nous le faisons, aussi parce qu'il n'y avait pas de solution alternative. Merci. Merci, M. De Brucker. Fabienne Keller, vous voulez réagir aux propos de M. De Brucker, et comme ça fera une petite, en guise de conclusion. Et après, je laisserai intervenir Sylvie. Je voudrais confirmer ce qu'il a dit sur la géographie, en fait, de la crise ukrainienne. Ce sont nos voisins. Donc, effectivement, il n'y avait pas d'état de transit et de passage, auquel j'ajouterais deux éléments, mais qui sont corrélés. Le premier, c'est la vitesse. Tout ça est arrivé extrêmement vite, hein. Parce que tout ça est franchissable en fait en véhicule individuel, hein, ou en petit bus, etc. C'est comme ça que les gens se sont déplacés. D'une part, en général, plutôt les maris, avant de prendre leur place dans l'armée, ont déplacé femmes et enfants à la frontière, qui eux-mêmes se sont fait chercher par des connaissances et par des ONG qui assez rapidement, ça c'est assez remarquable, hein, se sont organisés pour les accueillir. Donc une proximité géographique, une rapidité et une familiarité, hein. Les Ukrainiens sont connus en Pologne, ils sont connus, je vous le disais avec simplicité, à Strasbourg, hein. Il y a des gens à Strasbourg, il y a pas mal de gens qui vont jusqu'en Espagne parce qu'il y a une diaspora ukrainienne qui a été extrêmement réactive. C'est-à-dire que on a trouvé très très vite des traducteurs ukrainiens et russes, puisqu'en fait ils parlent tous russes, hein, y compris les petiots, hein. Donc ça a facilité aussi, et très vite la diaspora ukrainienne est devenue aussi force motrice, hein, très, très mobilisée. Les jeunes étudiants ukrainiens bénéficient du programme Erasmus. Nous, on avait des stagiaires au sein du Parlement européen ukrainien, hein. Enfin, il y a une mobilisation dont peut-être les Syriens ont moins bénéficié au moment de la guerre, parce que c'était plus loin, parce qu'il y a moins d'échanges immédiats. Je pense néanmoins, enfin je forme le vœu que les éléments positifs, et notamment cette aspiration profonde du peuple européen à accueillir, on en fasse un matériau politique aussi. Peut-être qu'au fond, les dirigeants, je pense en particulier aux dictatures, hein, qu'on a en Europe, enfin, au régime polonais et hongrois, vont assouplir leur regard sur la migration, qui jusque-là était un sujet perçu comme un objet sur lequel on essaye d'attiser les peurs. Nous l'avons vécu en France, puisque ce sujet a été instrumentalisé pendant toute l'automne, et on a agité des peurs et des chiffres parfois 100 fois supérieurs à la réalité connue. Donc
Donc je forme le vœu que cela nous permette tous ensemble d'essayer de construire des solutions basées sur voilà, plus d'humanité et un regard plus apaisé. Merci Madame Keller pour cette touche d'optimisme. Je crois qu'on en a tous besoin en ces temps-ci. Et Madame Guillaume, vous avez le dernier mot. Ah oui, mais il ne faut jamais terminer sur une touche qui ne va pas être nécessairement aussi optimiste que celle de Fabienne. Vous auriez dû faire l'inverse, mais vous ne pouviez pas le savoir. Parce que l'explication de M. De Broecker sur le fait que cette directive existe est sans doute tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays SAS là-dedans. Vous n'empêcherez personne de penser, même si ça peut apparaître un peu brutal, que les Ukrainiens ne sont ni musulmans ni noirs en même temps. Voyez, donc, il faut quand même aussi avoir ça en tête. Donc, j'espère, voilà, pour dire les choses comme je les pense, que Fabienne aura raison sur le fond. Moi, je n'en suis évidemment pas tout à fait certaine. J'espère que cet effet cliquet des bonnes décisions va effectivement permettre à l'Union européenne d'être un peu plus conforme, enfin en tout cas les pays de l'Union européenne un peu plus conformes à leurs valeurs. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas laisser, c'est quelque chose auquel il faut vraiment, je crois, sur lequel il faut vraiment insister, sur la nécessité que la Commission continue de coordonner les opérations, parce que on peut aussi voir des États membres qui finalement vont s'auto-organiser sur un certain nombre de choses. On sait que, par exemple, la Pologne a décidé de ne pas s'intéresser, de ne pas rechercher de relocalisation. Donc, on ne peut pas laisser les États membres s'occuper seuls de cela pour des raisons diverses, et donc la coordination par la Commission est assez importante. Et j'insiste sur une dernière chose qui est que, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut vraiment s'intéresser aux bénéficiaires finaux de l'aide qui va être diffusée, puisqu'il faut vraiment que les ONG et les collectivités locales, qui sont les principales forces accueillantes, soient effectivement les bénéficiaires finaux. Tout ceci, tout ce dispositif, évidemment, sera soumis à des modifications selon la durée de ce conflit, évidemment, qui aura une importance et un impact sur la durabilité des phénomènes d'accueil. Eh bien, c'est au nom de Confrontation Europe que je remercie chaleureusement les panélistes pour ce débat très riche et passionnant, ainsi que le public de nous avoir suivis. Une synthèse du débat sera bientôt disponible dans notre colonne, ainsi que le replay de cette conférence sur le YouTube de Confrontation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à bientôt, je l'espère. Merci à vous. Merci à vous d'avoir organisé ce débat. Au revoir. Tout le plaisir À est pour nous. bientôt. Au revoir, merci. Monsieur Leroy, à bientôt. À bientôt. Monsieur Oui, De merci. Broecker aussi. Au revoir. Au plaisir. Et bravo à Confrontation. Merci beaucoup, bravo à vous. Bon, et à bientôt en vrai. Il y en a marre des visios. Hein. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est bien l'objectif. Super. C'est mieux que rien quand même. Ouais, Allez, c'est bon.